Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Data Grand Est consacré aux enjeux, atouts et limites des solutions SIG Open Source. Je suis Guillaume Ricklin, chef de projet à la région Grand Est et en charge de la coordination de la démarche Data Grand Est. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire d'1 heure. Donc, c'est le principe des jeudis à donnez-vous à la donnée, 1 heure où nous allons parler d'un sujet data avec la participation d'acteurs du territoire, d'experts, et surtout avec mise en avant des retours d'expérience, puisque c'est important pour nous que, justement, on puisse, à travers ces webinaires, valoriser ce qui est fait par les acteurs du territoire. Alors, je profite maintenant de ce moment pour signaler le prochain rendez-vous qui sera le jeudi 6 novembre et où nous parlerons des conditions de réussite pour une utilisation efficace des données. Au mois d'octobre, il n'y aura pas de webinaire, étant donné que nous avons le Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges, où la région, l'État, le département des Vosges et la DDT 88, donc la Direction départementale des territoires des Vosges, seront présents pour tenir un stand en commun et valoriser ce qui est fait en matière de données et notamment partager les expériences autour de Data Grand Est. Dans les prochains rendez-vous, on peut noter aussi le concours de data visualisation dont l'ouverture des inscriptions aura lieu bientôt, le 22 septembre, et la libération des données en octobre, avec cette année un focus sur les données de biodiversité. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous pour les rencontres régionales de la donnée qui auront lieu le 27 novembre à Strasbourg. Avant de commencer les petites observations habituelles, privilégiez le navigateur Chrome. Pour les questions, utilisez de préférence l'onglet « Questions », ce qui permet aux intervenants ensuite de bien identifier les questions et de pouvoir y répondre. L'onglet « Questions » est en bas à droite de votre écran. Évitez d'utiliser l'onglet chat pour les questions, réservez-le plutôt pour les discussions si voilà, vous voulez discuter entre vous, partager des éléments. Et enfin, dernier point, vous pourrez retrouver les vidéos et supports de présentation d'ici la semaine prochaine sur le site Data Grand Est et sur la chaîne YouTube Data Grand Est. Donc revenons à notre sujet. Pourquoi parler d'open source ? En quelques mots, finalement, l'open source est au logiciel ce que l'open data est à la donnée. Donc, la notion d'open source est importante et fait partie finalement de l'écosystème Data Grand Est. L'open source notamment fait écho à des principes de partage, d'ouverture, de mutualisation qui sont décrits dans la charte Data Grand Est, mais fait écho également aux orientations nationales avec plusieurs décrets circulaires qui concerne ce sujet. Alors, pour illustrer cela par quelques noms de solutions, l'open source est bien au cœur de Data Grand Est puisque le nouveau portail qui sera mis en production en fin d'année est basé sur GeoOrchestra, Exo, WordPress, des solutions open source. GeoOrchestra intègre en lui-même plusieurs solutions, GeoNetwork, GeoServer, MapStore, MViewer, Superset, etc. Et dans le cadre de Data Grand Est, les solutions open source sont aussi utilisées pour la gestion et le traitement des données, avec bien sûr le logiciel que tout le monde connaît, QGIS, la bibliothèque GEDAL, PostGIS, etc. Voilà, donc pour positionner un peu l'open source dans ce contexte, maintenant je vous propose d'en venir à nos intervenants de la matinée avec un programme en 3 temps. Tout d'abord, une présentation du paysage de l'open source en géomatique par Jean-Marie Arsac. Jean-Marie, je te propose de te présenter en 2 mots. Okay, bonjour, donc Jean-Marie Arsac. Je suis actuellement président de l'OSGeo francophone, l'OSGeo France, si vous voulez, et le chapitre local de l'organisation internationale OSGeo, qui se donne comme objectif de promouvoir les solutions open source dans le domaine de l'informatique. Merci. Voilà. Pardon. Vas-y.
On te laissera développer ensuite. Désolé. Désolé pour l'interruption. Ensuite, nous aurons une présentation avec un retour d'expérience d'une solution hybride open source éditeur à l'Eurométropole de Metz avec Sébastien Aubert. Donc, bonjour, Sébastien Aubert, chef de projet informatique à la direction des systèmes d'information de l'Eurométropole de Metz, avec une petite particularité SIG qui me permet de bien comprendre les problématiques open source éditeurs sur ce genre de logiciel, sur l'utilisation de ces logiciels. Très bien. Et enfin, nous terminerons par un retour d'expérience sur une mutualisation de ressources SIG open source avec l'exemple des PNR Auvergne-Rhône-Alpes avec Xavier Arbès. Ouais, alors on dit juste Xavier Arbé, mais c'est pas grave, je ne tiens pas rigueur. Désolé, Xavier. Donc, du coup, je suis un peu l'extérieur à la région Grand Est, hein, parce que je suis plutôt en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis sur un poste mutualisé d'administrateur SIG entre différents parcs naturels régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien, merci. Du coup, je vous propose de commencer dès à présent avec l'intervention de Jean-Marie. Alors, il y a des personnes qui ont souligné qu'il y avait peut-être un problème de micro, Jean-Marie, donc je ne sais pas si... voilà, donc, je ne sais pas si c'est mieux. C'est un petit peu haché, mais on va essayer comme ça. Bon. Donc, je vais commencer par vous parler de l'OSGO. Excuse-moi, mais je n'ai pas vu comment je fais des pieds. Voilà. Donc, c'est une organisation internationale non gouvernementale de droit américain, il me semble. Donc, le but, c'est de faire la promotion de tout ce qui est outils open source et également des données, mais je ne vous parlerai pas des données. Donc, elle est gouvernée par un conseil d'administration avec 9 membres élus par les charter members. Les charter members, ce sont des personnes cooptées qui sont déjà investies dans les logiciels open source de diverses manières, soit pour en faire la promotion, soit pour les développer. Le conseil d'administration a la main sur désigne des comités et des bénévoles pour exécuter toutes les actions de l'organisation, donc organiser des conférences, incuber des projets, faire du marketing, etc. Donc l'organisation considère que c'est l'open source qui est la meilleure solution pour créer du logiciel et pour maintenir le logiciel. Et tous les projets qui sont approuvés et soutenus par l'organisation sont sous des licences open source certifiées par l'OSI. Alors, un mot sur l'OSGOFR, c'est une association déclarée, donc type loi 1901. Les actions principales, c'est l'organisation et la participation à des événements. Donc, les Phosphorg, qui sont des conférences en général sur plusieurs jours avec des ateliers sur le domaine des logiciels open source dans le domaine de la géométrie. Et principalement l'organisation actuellement des rencontres d'utilisateurs publics francophones qui ont lieu toutes les années. Les prochaines auront lieu à Brest. Donc, un mot sur le logiciel libre. Ce qui définit un logiciel libre, c'est les 4 libertés définies par Richard Stallman et la Free Foundation. Donc, exécuter le programme comme vous le désirez, pouvoir l'analyser, l'étudier et l'adapter à vos besoins, faire des redistributions libres et améliorer le programme. Donc, l'exécution libre, bon, un exemple, vous pouvez l'installer autant que vous voulez, vous n'avez pas de problème de jetons ou d'utilisation limitée. Vous pouvez l'analyser et le modifier pour l'adapter à vos besoins. Vous le redistribuez donc librement. Alors, vous le redistribuez librement, mais il est bien sûr pas interdit de vendre, dès lors que vous fournissez des sources.
ou de vendre des services dessus et l'améliorer. Donc, ça veut dire que le code source doit être disponible. Donc, l'avantage, c'est que le contrôle, c'est les utilisateurs qui l'ont et non pas un éditeur de logiciel. Ce schéma encourage le travail collectif et il garantit que les droits des utilisateurs sont privilégiés. Donc, le logiciel est libre et gratuit, mais il est gratuit une fois qu'il a été payé. C'est-à-dire que la gratuité n'est pas systématique. Il faut bien financer le développement. Donc, quelques licences libres courantes, la GNU GPL, la licence MIT, la licence Apache, la licence BSD, qui sont les plus couramment utilisées. La licence GPL, par exemple, celle qui est utilisée par Public. Alors, la différence entre ces licences, ça se situe essentiellement au niveau des possibilités d'intégration dans des logiciels propriétaires, qui sont assez friands de certaines bibliothèques open source. Ce qui distingue aussi qui peut distinguer les projets de logiciels open source, c'est le mode de gouvernance. Vous avez des logiciels qui sont soutenus principalement par une entreprise, par exemple Prismap, Controlise, ou MySQL, par exemple. Vous avez des logiciels qui sont gérés par une communauté plus ou moins ouverte et plus ou moins, comment dire, dynamisée par une entreprise. Donc, QGIS, c'est une organisation de droit suisse, une association de droit suisse. OpenOffice, c'est la fondation Apache. PostgreSQL, c'est une communauté uniquement. GeoOrchestra, c'était à l'origine, c'était une entreprise qui l'a développée, et maintenant c'est une gouvernance très ouverte. Les modes de financement des logiciels, donc ça peut être du financement direct des développements, des subventions, du sponsoring pour du développement, pour des événements, pour d'infrastructures. Vous avez des entreprises qui mettent à disposition de l'infrastructure matérielle. Ou ça peut être également du temps open source que les salariés des entreprises peuvent réserver à leur projet. Alors, l'avantage de l'open source, c'est que ça donne aux utilisateurs une indépendance et une souveraineté qui est très à l'ordre du jour actuellement. Ça, à la fois, ça requiert et ça donne la maîtrise technique des outils. Donc, ça nécessite des compétences internes. Et l'avantage, mais c'est celui que je mets en dernier, c'est un coût global réduit à long terme. Je précise à long terme parce que souvent, si on fait une migration, ce n'est pas instantané. Alors, quelques outils open source dans le domaine de géomatique, PostgreSQL, PostGIS, QGIS, GRASP, GVSig, bon, je ne les énumère pas tous. Et je passe à cette diapo qui, pour moi, est tout aussi importante. Ce sont les briques, les fondamentaux qui sont utilisés par les logiciels. Et dont on parle souvent beaucoup moins. Le POS, par exemple, est utilisé par une foule de logiciels. C'est la bibliothèque qui vous permet de changer de projection. OpenLayer, les clés sont utilisés par quasiment tous les serveurs web en matière de développement. Alors, juste quelques témoignages rapides, puisque vous en avez deux plus approfondis tout à l'heure. La démarche du Grand Lyon, qui tend à tout mettre en open source. Donc, l'intérêt, c'est la souveraineté, la prolongation des matériels et la réduction de l'empreinte environnementale. Un mot sur les choix de la gendarmerie qui sont passés en open source depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, leur objectif, eux, c'était le respect des normes, le coût de possession à long terme et l'indépendance des intégrateurs. Les contraintes que ça impose, c'est que souvent l'ergonomie ou quelquefois l'ergonomie est différente par rapport aux habitudes qu'on a avec les logiciels propriétaires. Il faut pas leurrer que souvent ça demande plus de compétences en interne pour mettre en œuvre ces logiciels, à la fois au niveau de
de la DSI et des utilisateurs. Et on a quelquefois besoin d'assembler des briques, on n'a pas des produits sur étagère tout près. Donc, pour terminer, si on veut migrer vers l'open source, il faut faire une analyse vraiment globale. Il faut migrer progressivement. Moi, je recommande de pas forcément viser le 100%. Il y a quelquefois des points il est difficile de passer à l'open source. Et puis, communiquer et accompagner les utilisateurs. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce que tu m'entends, Jean-Marie? Je t'entends très bien. Ok. Donc, il y a effectivement quelques questions dans la partie questions. La première, je ne sais pas si tu auras la réponse en live. Je me demande si vous faites péter le changement gouvernementaux et ça. Alors, lié aux changements gouvernementaux, certainement vis-à-vis des financements éventuels. Pour vous dire, on a une trésorerie qui actuellement est bonne, l'oiseau à temps, et on a viré 10 000 euros à l'OSGO international qui a des gros soucis pour financer son infrastructure. Ensuite, la probabilité sur les actes de solutions open source comme plus. Alors, ça, c'est la question récurrente et à laquelle il est très difficile de répondre dans la mesure où, comme les téléchargements sont libres et il n'y a pas de licence, etc., on peut simplement compter les téléchargements. J'avoue que j'ai pas préparé les chiffres qu'on peut avoir. On sait que, par exemple, là, au niveau de QGIS, la France je crois, est le premier utilisateur mondial. Et l'Europe est en tête, en tout cas, dans l'utilisation de QGIS. Je ne suis pas capable de vous donner plus de détails. Merci Pierre pour le lien. Ok, et il y avait une première question de la part de Pierre également, au Grand Reims. La licence Cécile n'est pas mentionnée. OSGO FR a-t-il connaissance de plugins QGIS développés sous cette licence? Alors, la licence Cécile n'est pas mentionnée parce que je ne les ai pas toutes mentionnées. Et ensuite, en théorie, les plugins développés sous QGIS doivent respecter la licence de QGIS. Donc, appliquer la même, c'est-à-dire que c'est une GPL de version 2. Ok. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Ok, très bien. On fera comme d'habitude pour les webinaires, on fera une petite FAQ à l'issue du webinaire où on reprendra les questions avec les éléments de réponse écrites et en général, on produit un PDF qu'on met en ligne avec le replay. D'accord. Alors, il y a une dernière question, peut-être. Un ordre d'idée des contributions financières à l'open source par pays. Alors, c'est très difficile puisqu'en fait, on ne contribue pas, on contribue à un seul projet en général. Donc, il y a plusieurs projets, mais on contribue par projet. Et les contributions peuvent venir d'entreprises, d'organismes publics, d'individus. Et on ne demande pas forcément l'origine des individus ou des individus. Donc, bon, tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'à l'issue des rencontres utilisateurs QGIS, l'OSGO FR a pu verser au projet QGIS 17 000 euros. Alors, Mathieu Becker, entre une solution propriétaire et open source, quelle est la différence vis-à-vis de la dépendance à un intégrateur? Alors, il y a toujours la dépendance à un intégrateur. L'avantage de l'open source, c'est que, en principe, si on a un projet qui est suffisamment vivant, on va avoir plusieurs intégrateurs potentiels. Mais on a toujours une dépendance à un intégrateur à un instant T. L'avantage, c'est qu'en principe, si on reste dans le domaine de l'open source
et qu'on respecte, disons, les lignes directrices du projet, on pourra plus facilement un intégrateur de remplacement. Très bien. Je vous propose d'en rester là pour tenir le timing, si vous voulez bien. Guillaume, tu veux introduire ou passer la parole directement à Sébastien, peut-être? Je pense qu'on peut passer directement la parole à Sébastien. Il va s'introduire tout seul pour son retour d'expérience sur Metz Métropole. Et puis, alors par contre, n'hésitez pas à poser des questions, même sur les présentations qui ont déjà eu lieu. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, si on a un peu de temps à la fin, on pourra revenir sur les questions auxquelles on n'a pas encore répondu, surtout s'il y a des nouvelles questions. Donc voilà, donc Sébastien, je te laisse la parole. Eh bien, parfait, merci. Donc le but, oui, c'est de présenter rapidement un petit retour d'expérience au fur et à mesure des années sur une solution, on appelle ça hybride, mais c'est complémentaire ou à usage transverse et parallèle de solutions à la fois open source et de solutions éditeurs à l'Eurométropole de Metz, sachant que le vrai cœur de tout ça, ça reste quand même la data aussi, même si c'est des outils qui utilisent cette data-là, et dont le but est d'avoir quand même un cœur et un noyau libre, puisqu'on a parlé de Postgre et de PostGIS, c'est que même les solutions éditeurs, aujourd'hui, on essaye de les intégrer avec les outils Postgre ou PostGIS. Donc voilà, on va vite fait présenter l'évolution du SIG dans la collectivité, la plateforme SIG hybride, puis après on s'arrêtera vite fait sur un petit cas concret lié à un développement qu'on avait fait en interne pour l'éclairage, pour le cœur de métier mobilité espace public, et qui est le détail de l'éclairage public. Donc bon, il y a une évolution au cours des années, hein, bien sûr. Le SIG a été très tôt à la ville de Metz, il était un petit peu plus tard à la métropole, mais la métropole s'étant créée un peu plus tard, c'est normal. Et il y avait quelques outils libres au départ, donc juste un petit peu de Joomla et de MapServer, quoique je ne sais même plus s'il était complètement libre. Et en 2012, on a eu une mutualisation. Donc, il n'y avait pas d'outils libres non plus côté Metz Métropole. Il y avait un petit peu d'utilisation donc de frameworks ou de libres à la ville de Metz, un petit peu d'usage de QGIS, d'ailleurs je ne vais pas citer là, mais aussi de l'ArcMap et des bases de données Oracle. Et à la ville de Metz commençait à se faire quand même l'utilisation de bases de données PostGIS et Postgre, et il y avait on voyait vite l'intérêt de partir sur ces usages-là. Donc on s'est vite posé la question de savoir, lors de la mutualisation, quels outils choisir. Alors les motivations du changement, c'était bien sûr faire des économies, essayer d'avoir quand même l'interopérabilité, une ouverture supplémentaire par rapport à ArcMap qu'on utilisait pour la carto. Il y avait QGIS qui était déjà un peu utilisé de notre côté. Alors du vôtre, je ne sais plus, je ne crois pas, non, pas du tout côté métropole. Et donc le but, c'était oui, de faire quelque chose de très efficient, d'efficace pour les métiers et qui coûte le moins possible, bien sûr, et avec les ressources qu'on avait à disposition. Donc on s'est interrogé sur, je ne sais pas ce que c'est ça, et on s'est interrogé sur les compétences techniques qu'on avait en interne, les usages qu'on avait déjà faits, et puis est-ce que ça valait le coup du coup d'essayer de partir complètement sur du libre, donc pour la partie SIG. Et au final, donc a été choisi donc une base de données en Postgres, des serveurs cartographiques dont vous avez parlé avec GeoOrchestra sous GeoServer. On avait des compétences PHP, JavaScript, donc on a fait des développements de visualisateurs web aussi en interne. Donc là, vraiment développé complètement sur des briques libres. Et on a choisi quand même de garder déjà à l'époque les deux éditeurs cartographiques, parce qu'il y avait des usages métiers qui étaient quand même plus facilités sur ArcMap. Alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, M. Arsac, qui est bien
ouais, les interfaces, enfin, la visualisation des interfaces et l'usage des interfaces qui ne sont pas toujours facilitants ou des fois c'est plus des habitudes, mais bon, toujours retire qu'il y avait des habitudes d'usage autour d'ArcMap et qu'on ne pouvait pas le supprimer complètement, rapidement. Donc voilà, on avait une architecture assez simple avec un géoserveur pour la diffusion de tout ce qui est cartographie, l'usage d'une base de données Postgres pour l'intégration des données, un serveur applicatif qui nous permettait justement de gérer des petites applications en PHP et en JavaScript sur un moteur Nginx. Pour justement le partage web des applications et un autre serveur de données en fait lié vraiment à de la donnée purement géographique. Après ça c'est des schémas techniques pour l'usage externe. Il y avait quand même une ressource de sécurité entre les deux. Donc ça c'est tous les usages qu'on faisait directement à partir de cette base de données centralisée, enfin de ces bases de données centralisées. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà, il y avait du SRI, il y avait du QGIS, il y a de l'AutoCAD. Nous, on avait nos développements internes faits sur des bases de briques libres. Il y a des échanges, bien sûr, avec tous les opérateurs qu'il peut y avoir externes, DataGouv, DataGrandTest, et puis d'autres plateformes. Donc tout ça, on a fait de 2012 à 2017, on a vraiment cherché. Alors là, on cherchait presque à être 100% libre. On a essayé d'atteindre cet objectif. On a vite vu que ça allait être assez compliqué, quand même, au vu des ressources qu'on avait en interne, que ce n'était pas forcément la politique aussi de la direction de vouloir faire du 100% libre. Donc, du coup, on a développé une grosse application d'éclairage public quand même, avec un accompagnement d'un acteur du libre qui est quand même assez connu, Oxlandia. Après, on s'est fait aider aussi par Camp2Camp un peu plus tard pour des migrations. Et après, on avait, grâce à ce premier développement, on a eu une autonomie, ce qui nous a permis de développer quand même aussi d'autres applications sur QGIS ou plein de plugins, en fait, des petits plugins facilitants pour les métiers. Et voilà, ce qui a permis d'avoir quand même, disons, une bonne efficacité, un SIG assez robuste, avec une équipe réduite, mais on a vite vu qu'on arrivait au bout en fait, de ce qu'on pouvait développer et maintenir, parce que tous les développements, après les métiers étant, souvent les développements étant faits sur mesure, ils sont très contents, mais ils en demandent, ils demandent souvent des particularités, et il faut arriver à maintenir tout ça, alors que ça soit en développement, en évolution ou en maintenance adaptative. Et du coup, ça ne nous laissait plus beaucoup de temps pour vraiment des nouvelles expérimentations d'outils et puis de faire des choses un peu plus poussées. Et on voyait qu'il y avait des besoins qui, de plus en plus, étaient demandés par les métiers, donc notamment au niveau de la mobilité. Alors, on a fait des tentatives avec QField, mais ça n'a pas toujours abouti comme ils voulaient. Les publications cartographiques en push-bouton, ça aussi, on était un petit peu limité, même s'il y a des solutions, mais comme disait monsieur Arsac, c'est la problématique d'arriver à mettre toutes les briques ensemble rapidement, et alors que il y avait des outils qui existaient. Esri commençait à faire vraiment des gros packages simplifiés, voilà, pour faire de la cartographie directement sur ArcMap ou ArcGIS Pro et de pouvoir déployer ça rapidement en un push-bouton. La gestion des droits n'était pas toujours évidente, donc ça aussi, ça nous a posé problème à certains moments. Et puis, après, il y avait tout ce qui était tableau de bord, analyse, qui demandait aussi à remettre d'autres briques supplémentaires et à tester, à éprouver, à remettre en transversabilité avec les outils qu'on avait déjà, avec la plateforme SIG qu'on avait déjà. Donc, tout ça, à terme, ça nous a... Et en parallèle, on faisait des usages de la plateforme ArcGIS Online parce qu'ayant des abonnements en fait, éditeurs, ils nous donnaient accès à cette plateforme-là, ce qui nous permettait de tester aussi, bien sûr, toutes les nouveautés. Alors, bien sûr, c'est purement marketing, mais ça faisait le job nécessaire pour qu'on puisse éprouver un peu aussi les outils d'Esri. Donc, en 2021, on a, ayant eu...
quelques débats sur le fait qu'on ne serait pas 100% SIG libre. On a essayé de se coordonner pour avoir justement un accès à Esri un peu plus poussé. Donc, on a intégré un ArcGIS Server en 2021. On a fait un sujet Quick Win pour voir justement les comparaisons en fait, qu'on pouvait faire des usages. Et après, on a fait une approche un peu étape par étape pour vraiment voir, essayer de cohabiter en fait tous ces systèmes-là ensemble et puis d'éprouver les limites qu'on pouvait avoir d'interopérabilité entre ces outils, parce que les cartouches n'étant pas les mêmes, enfin là c'est un peu technique, mais sur les bases Postgre, les cartouches n'étant pas les mêmes, il y avait des choses sous QGIS qu'on ne pouvait plus mettre à jour dès qu'on intégrait la cartouche SDE. Donc, ça demandait quand même un travail un petit peu supplémentaire pour que tout ça soit vraiment, réellement interopérable sans qu'il y ait, avec une approche un peu plus technique, quoi. Le but, c'était aussi, bien sûr, d'éviter, entre guillemets, une dette technique ou technologique, parce qu'on voit bien que les avancées d'Esri sont quand même rapides sur certains sujets, dont les dashboards, la mobilité, l'analyse data, plein de choses qui existent généralement en libre, mais toujours sous des briques qu'il faut arriver à remettre, alors que là, c'est un package complet. Donc là, voilà, on a fait, en gros, ça c'est le schéma du coup de l'environnement SIG global architecture 2023, qui est donc du coup complémentaire entre tout l'environnement éditeur et tout l'environnement open source, sachant qu'on a gardé du GeoServer qui est hyper facilitant en tout cas pour nous, pour la diffusion d'orthophotographie ou de choses comme ça, alors qu'on a eu des problèmes avec la solution éditeur pour faire ça plus facilement. Donc ça, c'est de toute façon une brique qu'on gardera quoi qu'il arrive, et on n'aura pas non plus du 100% éditeur. Voilà, donc après, ça c'est des usages. Bien sûr, pour les tableaux de bord, on utilise la facilitation d'usage des outils Esri. Et voilà, ça c'est l'application QGIS qui a été développée en interne. Bon, alors là, c'est des photos rapides. En gros, ça gère, les données sont peut-être pas tout à fait à jour, mais en gros, oui, c'est 50 tables, 20 000 points lumineux et aussi toutes les annexes qu'il y a derrière, 60 000 objets, des données en fait d'acteurs extérieurs qui sont intégrées dedans pour justement faciliter l'analyse et puis les évolutions à prendre en compte du patrimoine, et puis 22 utilisateurs qui effectivement n'ont pas besoin d'avoir de licence particulière pour l'usage directement de QGIS et qui ont quand même besoin de licences particulières pour après. Alors, pas pour visualiser les dashboards, mais pour ceux qui en font sur la plateforme Esri, là, ils sont obligés d'avoir des comptes spécifiques. Et après, on a ouvert en plus cette plateforme-là complètement sur une GMAO spécifique parce qu'on en avait besoin pour faciliter un peu tout ce qui est maintenance sans refaire des développements spécifiques sous QGIS. Et du coup, grâce à des API, en fait, on est connecté à un outil de Berger-Legros directement. Oui, c'est Attal Berger-Legros, oui, c'est ça. Donc du coup, l'objectif de l'application, c'était bien de référencer de manière précise les réseaux de classe A au départ et avoir l'intégralité du patrimoine éclairage public, donc avec tous les détails qu'il y a. Les fonctionnalités principales qu'on avait mises sous QGIS initialement, c'était donc la visualisation globale du patrimoine, des analyses un peu poussées de réseau grâce à des petites fonctions Python qu'on avait écrites sous QGIS, et puis la gestion globale des données. Et après, on a rajouté des fonctionnalités complémentaires, alors des fois interopérables avec du libre et des fois pas. Par exemple, pour la gestion des TDICT, on passe par des réponses automatisées grâce à la plateforme de SoGeLink. Donc là, on paye quand même une API, on paye un lien vers cette API-là, mais qui coûte moins cher que si on l'avait fait sans cette API. Voilà, puis on utilise après, on utilise par contre GeoServer justement pour fournir les bonnes données via l'API et FME qui là, du coup, n'est pas libre, mais on aurait pu utiliser d'autres outils libres, sachant que pareil, FME, c'est un choix qui s'est fait parce que il y avait des compétences en interne, que le coût n'était pas excessif, mais bon, là, ça commence à augmenter. On verra la suite. Et puis les tableaux de bord Esri, comme je vous ai dit,
pour la visualisation de données. Alors ça, quand même, ça c'est le pendant de la chose, c'est qu'on est quand même obligé d'avoir des bonnes connaissances en développement, enfin en tout cas initiales pour développer l'outil. Et donc là, il y avait des bonnes compétences et grâce aussi à l'aide d'Oslandia en Qt, en Python et en PGSQL dans un environnement Eclipse qui a permis de développer complètement l'application. Sans ces ressources-là, si on avait fait faire une prestation extérieure, ça aurait peut-être été assez compliqué quand même parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les métiers et nous très rapidement, ou alors il faudrait une personne dédiée externe. Voilà, on a des cas. Alors, les avantages de l'utilisation de QGIS, ça a été bien sûr le coût réduit par rapport aux solutions prioritaires de l'époque. Alors là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est flexibilité de personnalisation réelle pour le métier, parce qu'il y avait vraiment des petites demandes qui auraient sincèrement, je pense, pas été prises dans le cadre d'une architecture plus générique. Et puis, il y avait aucun frein à l'intégration avec d'autres outils open source et éditeurs, puisqu'on arrivait bien à être transverse entre tous. Donc voilà, la complémentarité, elle s'est faite par l'utilité des dashboards d'Esri, l'interaction FME et API SoliGLink, et puis le partage cartographique via ArcGIS Pro quand il y a besoin, puisque les données étant centralisées et réutilisables par n'importe quel outil de notre plateforme SIG, on peut vraiment utiliser les capacités de l'une ou l'autre des solutions assez facilement. Il y a des petits problèmes de feuilles de style, des fois, par contre, des petits désagréments sur la visualisation, mais bon, globalement, ça se passe bien. Et donc les enjeux, c'était la formation globale des équipes, l'intégration, alors donc une formation générique qui a autant de pendant sur la partie livre que sur la partie éditeur, l'intégration et la maintenabilité et l'interopérabilité de toutes ces solutions-là, et puis donc du coup assurer une cohérence globale du SIG sans avoir besoin de faire des milliers d'allers-retours entre tous les bugs potentiels d'un système ou d'un autre. Donc les contraintes, c'est ça, c'est le support et la maintenance, elle est quand même limitée pour les outils open source. En tout cas, nous, c'est les expériences qu'on a eues. Alors après, il se peut qu'il y ait d'autres expériences très positives, mais dès qu'on rentre dans des cas vraiment particuliers, on sent quand même la difficulté et qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et c'est pas toujours évident. Il y a certaines fonctionnalités qui sont difficiles à mettre en œuvre et nous on utilise des matrices, c'est des décisionnels pour se dire est-ce qu'on part sur du libre ou est-ce qu'on part sur quelque chose d'éditeur qui répondra peut-être moins précisément mais qui sera quand même qui répondra à 80% des usages, on va dire. Donc voilà, on tranche à un moment donné. Et puis, on a une réflexion systématique aussi quand on part sur de l'éditeur, enfin sur des bouts éditeurs, sur le nombre de licences, comment ça va augmenter, et puis quels seront les usages potentiels si jamais le coût est vraiment trop élevé, de revenir en arrière avec alors je dis des usages dégradés, mais ça peut être des usages limités ou réinterprétés, quoi. C'est pas forcément dégradé. Voilà, puis en conclusion, les attentions particulières, mais bon là, je pense qu'elles sont valables pour n'importe quelle solution, que ce soit SIG ou pas. C'est dès qu'on fait des solutions hybrides, c'est le constat des limites en matière d'accompagnement et de pérennité, la complexité mise en place des spécificités métiers si on fait sur du développement libre. Et puis voilà, l'obligation d'envisager les modalités d'usage alternatifs dans le cas où il y a des choses qui, sous couvert de géopolitique, de coûts, de droits, qui peuvent du coup poser problème à certains moments et où les solutions libres là sont effectivement la panacée pour se retourner et avoir quand même des solutions encore utilisables. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Si, il y a beaucoup de questions. Alors, si tu veux, je vais te reposer une sélection pour pas qu'on déborde trop. Exact. Oui. Pardon, j'ai dépassé de 3 minutes. Désolé. Non, c'est pas grave, mais il y en a une qui a été posée 2 fois. Et c'est une question à 1 000 € pour le coup.
existe-t-il, enfin, il y aurait quelle alternative d'ETL à FME? Alors, à l'époque, il y avait GeoCuttle, je crois que c'était le nom, mais qui était quand même très spécialisé SIG. Et là, aujourd'hui, j'avoue qu'on ne s'est pas retourné vers d'autres solutions, donc je ne peux pas répondre comme ça. Ok. Bon, à l'écrit, on essaiera de donner un peu plus de pistes, effectivement. Mais, oui, on pourra compléter, hein, bien sûr. Ok. Et je regarde rapidement. Il y en a une dernière. Esri est-elle la seule solution dashboard de la collectivité? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, on est parti aussi sur… alors, pareil, c'était une solution éditeur. Alors là, c'est dommage qu'il n'y ait pas ma collègue parce qu'elle, elle connaît bien. Mais c'est aussi une solution payante, en fait. Et on est en train de l'exploiter, mais en usage limité. Et les problématiques qu'on avait, en fait, l'avantage des dashboards d'Esri, c'est qu'ils sont facilement partageables sans licence, mais avec quand même la gestion de droits, et que c'était un peu plus compliqué avec l'autre solution qu'on avait qui était… Comment? Ouais, enfin, c'est une extension de BO, mais je n'ai plus le nom exact, mais qui est de toute façon quand même une solution éditeur payante. Ok. Très bien. Je vous propose d'en rester là pour l'intervention de Sébastien, pour qu'il nous reste un petit peu de temps avec Xavier, si vous voulez bien. Très bien. Donc, je vais passer la présentation de Xavier. N'hésitez pas après, donc comme le disait Bruno, on publiera une FAQ avec l'ensemble des questions et des réponses. Et si jamais vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter également les intervenants pour compléter ou pour échanger. Voilà, Xavier, je te laisse la main sur ta présentation. Ouais, merci. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience aussi sur un cas de mutualisation de ressources SIG dans la sphère de l'open source pour les parcs naturels régionaux pour lesquels je travaille en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis sur un profil de poste un peu atypique où, du coup, je suis mutualisé entre 7 parcs naturels régionaux. J'ai qu'un seul employeur, qui est le parc du Pilat. J'ai ma résidence administrative dans le parc du Vercors. Et donc, je partage mon temps à peu près à part égale avec tout le monde sur un socle d'outils communs open source et sur des compétences un peu plus spécifiques. Donc, on est sur des petites collectivités territoriales dans les parcs naturels régionaux pour lesquels je travaille, avec souvent 1 à 2 personnes maximum, personnes ressources sur le SI et le SIG en interne. Et donc, moi, je me substitue à aucun de mes homologues dans chacune des structures. Je suis plutôt là en complément et en appui ou en expertise sur des outils un peu plus spécifiques. Donc, je vais vous resituer un petit peu le contexte et les besoins qui ont amené à ce modèle de mutualisation. Le premier, c'était le besoin de mobiliser des solutions web SIG qui soient open source et qui répondent à des thématiques des parcs, la biodiversité, les activités de pleine nature, l'urbanisme, le paysage. Je ne les cite pas toutes, mais voilà, c'est globalement ces besoins-là qui ont stimulé la démarche. Vu qu'on parle d'outils web, on a eu très vite besoin de serveurs pour les héberger, ces outils, mais aussi de compétences spécifiques à mobiliser qu'on n'avait pas spécialement en interne sur des profils de poste très géomatiques, avec un peu d'admin 6, un peu de web, un peu de dev. Et puis l'envie de mutualiser la mise en place de ces outils en interparc avec une dynamique de réseau qui était déjà préexistante, puisque les parcs naturels régionaux de la région Aura sont chapeautés entre guillemets par une association loi 1901 qui les structure dans un réseau un peu informel, au-delà du réseau national animé par la Fédération des parcs naturels régionaux. Et puis, il y avait déjà des précédentes mutualisations, notamment sur des licences de solutions propriétaires. Je cite notamment la solution Aigle à l'époque de Business Geographic qui est devenue Géo. Voilà, il y avait des achats de licences groupées qui avaient été initiés à une époque pour répondre à ces besoins-là. Et puis, une forte sensibilité aux outils open source et une culture du libre déjà qui était présente auprès de
mes collègues géomaticiens dans chacun des parcs. Donc, le périmètre de mes missions et de ce poste un peu mutualisé, il est éparpillé un petit peu comme sur ce schéma. D'abord, c'est l'administration d'une infrastructure technique partagée avec des serveurs hébergés sur lesquels on virtualise des environnements logiciels. D'apporter une expertise sur ces outils web à composante spatiale avec des solutions un peu spécifiques pour la gestion des données de biodiversité, tout ce qui a trait aux activités de pleine nature, les observatoires photographiques des paysages, et puis de manière générale, des facilités à publier des cartes dynamiques à destination de nos agents en interne, mais aussi en direction du grand public. L'objectif aussi, c'est de pouvoir apporter un support technique et SIG et TIC un peu plus large sur des compétences en administration de bases de données, sur des analyses spatiales un peu avancées, en sachant que voilà, mes homologues géomaticiens dans chacun des autres PNR sont souvent sur des postes multicasquettes. On n'est pas seulement géomaticien, on est souvent aussi l'informaticien de la structure et voire même des fois en charge de l'évaluation de la charte du parc, donc sur des questions d'indicateurs et d'analyse des politiques publiques. D'apporter aussi une veille technique et de structurer un pôle de ressources au niveau du collectif de géomaticiens qu'on constitue, et puis d'avoir une dynamique de réseau et de partage d'expérience qu'on essaie d'entretenir un peu au quotidien. Avec notamment, voilà, on se retrouve tous les 15 jours avec un petit temps qu'on appelle le géodège, où on en profite pendant une demi-heure pour faire un peu le tour des sujets qui m'occupent et des besoins actuels chez chacun. Donc, je vous parle rapidement de l'infrastructure partagée qu'on a structurée, qui n'est pas non plus une usine à gaz. Hein. On a 2 serveurs dédiés hébergés chez OVH Cloud, qu'on a choisi de monter avec un hyperviseur qui s'appelle Proxmox. Donc, ces 2 serveurs sont montés en cluster et nous permettent de faire de la virtualisation d'environnement, à la fois par parc, hein, donc par PNR, et aussi par solution applicative, pour limiter l'interdépendance fonctionnelle et dissocier vraiment les environnements logiciels afin qu'ils puissent évoluer librement et à vitesse variable. Donc, ça implique beaucoup de maintenance, du support qui augmente en permanence. Aujourd'hui, on a environ une trentaine de machines virtuelles pour une petite dizaine de solutions applicatives. Et puis, on a encore des progrès à faire, parce que forcément, on n'est pas des admin 6 purs, et on a une infrastructure de sauvegarde, notamment, qu'on projette de renforcer, avec une solution qui s'appelle Proxmox Backup Server, entre autres. Même si on a quand même de la sauvegarde, on n'est pas non plus, dans les choux. Et puis, cette infrastructure, elle nous sert à héberger un socle d'outils communs. Donc, je vais vous citer un petit peu les principales briques logicielles avec lesquelles on travaille, sans forcément rentrer dans les détails ni vous en faire une démo. En revanche, sur la présentation, vous retrouverez pas mal d'hyperliens sur ces pages-là, avec des renvois sur des réalisations qui ont pu être faites dans chacun des parcs. Alors, certaines applications sont des applications métiers où il y a nécessité de s'authentifier. Vous n'aurez pas forcément accès à celle-ci, mais en revanche, il y a le petit logo GitHub en haut à droite de chaque encadré qui vous permet de rebondir sur le dépôt du code source de chaque solution, où là, vous aurez pas mal de ressources. Donc, la première qui a été un peu à l'origine de la démarche de mutualisation autour de mon poste, c'est une application qui s'appelle GeoNature, qui a été développée à l'initiative des parcs nationaux français et du parc des Écrins en particulier, et qui est une application web, mais aussi mobile, qui permet de faire de la saisie, de la gestion, de synthétiser et de diffuser des observations de faune et de flore. Il y a une brique logicielle satellite qui s'est développée ensuite, qui est plus orientée en direction du grand public, qui s'appelle GeoNature Atlas et qui permet de valoriser des données d'observation de faune et de flore dans un atlas web grand public avec une ergonomie simplifiée et optimisée. C'est vers cet outil-là que je renvoie les liens que je vous ai mis dans l'encadré. Une autre brique satellite à GeoNature qui s'est développée dans
dans un second temps, qui s'appelle GeoNature Citizen, qui est aussi une application grand public et qui permet de faire de la collecte participative de données spatiales orientées sur la biodiversité. Voilà, toutes ces solutions, elles ont été soit développées en interne par des structures publiques, soit externalisées auprès de prestataires qui développent dans la sphère open source. Une autre application qui est très utilisée depuis presque plus de 10 ans maintenant dans les parcs naturels régionaux et pas que, c'est GeoTrek, qui se compose d'une application métier qui s'appelle GeoTrek Admin et qui permet de faire de la gestion de données spatiales pour tout ce qui est activité outdoor, mais aussi contenu touristique à l'échelle d'un territoire. Donc des itinéraires, des sites, des points d'intérêt, de la signalétique, de la gestion de réseau, de chantiers d'intervention sur ces réseaux. Donc une application assez complète voilà, qui compte, je pense, plus de 150 structures utilisatrices en France maintenant. Et puis une application grand public qui s'interface avec, qui s'appelle GeoTrek Rando, et qui est un portail de valorisation de ces activités à l'échelle d'un territoire. Donc là, vous retrouverez aussi un certain nombre de liens qui vous permettent de voir des exemples de réalisation. Une autre application qui, elle, est à la fois métier et grand public, parce qu'elle a un back-office qui permet d'administrer les données, mais c'est avant tout une application de valorisation de données spatiales et photographiques, d'observatoire photographique des paysages. On a aussi beaucoup investi ces dernières années dans la mise en place de portails cartographiques multithématiques pour valoriser des bases de données spatiales autour des solutions QGIS Server, LISMAP et avec bien sûr en back-office PostGIS, système de gestion de bases de données spatiales. Donc voilà, c'est une manière... C'est un outil très facilitateur pour mettre en ligne des données, des cartes et pouvoir les interroger à la fois en direction de nos agents, mais aussi un petit peu du grand public quand on n'a pas forcément les outils spécifiques qui ont été développés sur la thématique en question. Et puis plus récemment, on a investi le champ de la saisie de données spatiales sur le terrain avec une solution bien connue maintenant qui s'appelle QField. Et plus récemment, on a mis en place un serveur QField Cloud qu'on auto-héberge pour optimiser les synchronisations avec des bases de données distantes. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon du socle d'application sur lequel j'interviens. Les plus-values de cette dynamique de mutualisation, c'est à la fois de l'économie de sous-traitance et de recours à des prestataires spécialisés. L'idée, ça a été d'internaliser, de capitaliser des compétences complémentaires à celles des géomaticiens présents dans chaque parc et de le faire de manière concertée. Ça permet d'avoir pas mal de réactivité sur les sollicitations techniques des équipes et les interventions d'assistance. De faire aussi des économies d'échelle sur l'hébergement, la maintenance des serveurs. Alors, où je ne suis pas tout seul à opérer, hein, on a aussi des prestataires spécialisés et très portés sur l'open source qui nous accompagnent sur des gros process de migration, de mise à jour. Et puis, ça nous permet d'investir sur des outils libres et open source, même si on ne le fait jamais assez. Et voilà, on est toujours un peu limité par les moyens qu'on a à disposition pour financer des développements, des contributions à ces projets, mais on essaye de progresser. Ça a la vertu aussi de nous obliger à du transfert de compétences collectives sur ce socle d'outils communs. C'est-à-dire qu'on met un point d'honneur à essayer de, voilà, que ce ne soit pas que les compétences un peu spécifiques se recentrent pas sur une personne, mais qu'on puisse aussi se faire de la transmission en réseau. Donc ça occasionne de l'organisation d'ateliers techniques, de workshops 1 à 2 fois par an où on se retrouve tous pendant 2-3 jours et où on s'enferme pour travailler sur un sujet commun. Ça nous permet cet apport opérationnel immédiat et puis surtout de cultiver la dynamique de réseau en interparc où on travaille beaucoup sur des thématiques et des besoins communs.
Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Alors, il y a une question, mais qui me semble-t-il n'est pas spécialement adressée à Xavier, sur les parcours de chacun des intervenants, formation initiale en géomatique ou pas, ou parcours plutôt informatique. Je ne sais pas si on va voir si on a le temps de faire le petit tour de table très rapide, mais peut-être je vais plutôt prendre la question qui a dû être posée par Guillaume dans les questions là. Le choix de l'open source est-il lié à l'esprit de mutualisation des acteurs, des compétences des géomaticiens des PNR, des gains financiers identifiés ou autre motivation pour le choix de l'open source? Oui, c'est un peu tout ça mélangé, hein. C'est surtout, comme je le disais, une culture du libre qui est déjà bien intégrée dans les parcs naturels régionaux, hein, au-delà des solutions SIG. Alors pas tous, hein, parce qu'on a aussi nos différences, mais il y en a beaucoup qui ont fait le choix d'aller sur du libre, sur des solutions de bureautique comme LibreOffice, par exemple, hein, sur des serveurs mail, sur des choses comme ça. D'autres qui sont sur des suites Microsoft, hein, donc il n'y a pas de règles et on ne s'impose rien à ce niveau-là. Mais oui, c'est plutôt une volonté des équipes, hein, d'aller vers ces solutions-là, parce qu'elles sont aussi, en tout cas, on les juge vertueuses. Ok. Je ne sais pas si, Guillaume, tu veux qu'on fasse le petit tour très rapide des parcours des intervenants ou on est un peu hors sujet et on y répondra plutôt dans la FAQ? Non, mais si chacun en 2 mots peut dire un peu son parcours. Après, je ne sais pas si la question aussi portait pas sur les géomaticiens des PNR, parce que je pense qu'il y a aussi une question par rapport à ça. Et Xavier, tu l'as en partie abordé, hein, le profil de tes collègues est important, je pense, pour que le projet fonctionne. Ouais, le profil de mes collègues et le mien est sensiblement le même, hein. On a tous plutôt des formations de géomaticiens, voire de géographes. Et on a développé au fur et à mesure, on a essayé d'acquérir en tout cas des compétences un peu satellites autour de l'administration système, de tout ce qui est réseau, du web aussi beaucoup, parce que c'est souvent là-dessus qu'on a beaucoup de demandes et de besoins qui s'affirment. Mais à la base, oui, on a plutôt tous des profils géomatiques purs, quoi. Okay. Sébastien, peut-être, et Jean-Marie, vous pouvez aussi donner un peu votre profil. Comme la question a été posée, ça nous permettra de répondre à la question. Jean-Marie, je t'en prie. Ou je prends la parole. Moi, j'ai un profil à la base développement et gestion de projet, mais plus IHM, de par mes études. Et puis après, le SIG est venu à moi plus par opportunité dans le cadre de mon travail. Oui, Jean-Marie. Pardon, j'ai une formation à la base de photographe et de géographe. Et j'ai basculé assez rapidement sur l'informatique. Et plutôt en DAO, en doctrine, et puis les autres. D'accord, très bien. On notera ça dans la FAQ. Je regarde. Ouais, c'est Guillaume, hein, qui pose les questions, j'imagine, pour l'équipe Data Grand Test. Oui, c'est moi, oui, en effet. Comment garantir la pérennité du système mis en place? La volonté politique sera-t-elle suffisante dans le temps, selon toi, Xavier? La volonté politique y participe certainement, ouais, c'est sûr. Après, garantir la pérennité du système mis en place, c'est d'avoir quelque chose de structuré un peu sur mesure. Donc c'est qu'on n'a pas de dépendance à des licences ou à des coûts de licence. C'est déjà une bonne garantie de pérennité, je trouve. Après, ça implique effectivement de continuer d'investir dans les ressources qu'on mobilise, financières ou humaines, hein, à l'échelle d'une structure ou même là de plusieurs, puisqu'elles travaillent de concert et elles ont conventionné entre elles pour arriver à ce modèle-là.
Après, oui, on le remet en question régulièrement, parce qu'on a toujours besoin de plus d'outils, de plus de robustesse aussi dans l'infrastructure qu'on a mis en place. Donc, la pérennité, elle n'est jamais garantie, mais en tout cas, on essaie de se donner les moyens pour. Très bien. Je te laisse conclure peut-être, Guillaume. Oui, donc oui, c'est l'heure de conclure. Donc, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on aura l'occasion, j'espère, d'y répondre dans les prochains jours ou les prochains mois. Et en tout cas, continuer à travailler sur ce sujet de l'open source. Je vais conclure avec un peu finalement un appel à contribution. Pour les personnes qui travaillent justement sur l'open source, n'hésitez pas à vous manifester. Nathalie pose la question du rôle de Data Grand Est en matière de mutualisation d'outils open source. Et je pense qu'on peut avoir un rôle sur le sujet. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose à construire ensemble. Ce n'est pas l'État, la région ou un acteur particulier qui va définir finalement comment on peut mieux mutualiser sur l'open source. Je pense qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble à l'échelle du Grand Est. Et le nouveau portail Data Grand Est nous donnera des outils de collaboration avancés qui nous permettront, j'espère, justement de pouvoir traiter ce sujet parmi d'autres. Voilà, donc pour conclure et conclure complètement, il me reste surtout à remercier les intervenants. Jean-Marie, Sébastien et Xavier pour la qualité de leur présentation. Pour ce rapide tour, finalement, en 1 heure, on a toujours du mal à aller au bout du sujet, mais en tout cas, je pense que ça aura intéressé pas mal de monde et ça nous donne des perspectives pour creuser et puis surtout pour revenir aussi vers vous pour vous poser des questions si on en a. Voilà, donc merci à tous et merci à Bruno également pour l'accompagnement dans la réalisation de ce webinaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée. Bon appétit. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.